Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 10 juillet 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Connaissez-vous les brebis Tonnet Marteau? Cette race 100% savoyarde a presque disparu il y a une cinquantaine d'années. Mais depuis, des éleveurs perpétuent la tradition. Camille Rivollet s'est rendu à Ugine pour aller à la rencontre de ces bergers passionnés. Et puis direction la vallée de la Tarentaise, aux Arcs plus précisément. La station savoyarde a fêté son 50e anniversaire cet hiver. L'occasion de revenir sur son histoire avec une enfant du pays. Et direction les Aravis pour commencer ce journal. Vous avez déjà peut-être croisé dans les pâturages savoyards ou haut-savoyards des moutons Tonnet Marteau. Cette race 100% originaire des pays de Savoie a failli disparaître en 1970. Mais depuis plusieurs années, l'association de l'Union des éleveurs de la race Tonnet Marteau se bat pour promouvoir ces brebis. Camille Rivollet s'est rendue à l'unique centre de bélier Tonnet Marteau de France, à la bergerie Les Pans d'Ugine. Reportage. Les yeux, le museau, les oreilles et l'extrémité des pattes est noire. C'est la particularité de ces brebis. Les nanas de Pascal, comme il les appelle, sont des Tonnet Marteau, des ovins originaires des pays de Savoie. Du côté de la bergerie, Pascal et Isabelle possèdent le seul centre à bélier de la race. On précise bien que chaque éleveur pourra présenter au maximum 3 jeunes mâles par entrée au centre d'élevage, des mâles de 23 kg au minimum et âgés au maximum de 6 mois. Pascal, membre de l'association de l'Union éleveurs de la race Tonnet Marteau, est passionné par ces bêtes et veut préserver cette race. Le but, c'est de faire de la génétique et de brasser au maximum de gens pour que les gens évitent la consanguinité dans leurs élevages, c'est tout. Les brebis savoyardes pâtissent de la concurrence des autres moutons plus productifs. C'est une race qui est utilisée beaucoup, mais qui n'est pas valorisée. On l'utilise en laitier, on aimerait qu'elle produise plus de lait, donc on y travaille génétiquement. En viande, on arrive aussi à avoir des agneaux qui sont bien conformés, mais on a des gens, tout le marché qui est derrière, ne suit pas forcément, puisque notre concurrence, elle est faite en lait par des races qui sont laitières, et en viande par des races qui sont bouchères, comme des races anglaises, etc., qui sont sur le marché depuis très longtemps. Cette espèce, un peu boudée par les éleveurs, possède pourtant des avantages indéniables. Elle supporte bien les intempéries. Après, c'est des bêtes qui sont faciles à élever et on n'a pas trop de soucis au niveau sanitaire. C'est des bêtes qui ne parasitent pas trop, qui n'ont pas de boiterie. Voilà. Donc au niveau sanitaire, c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de frais vétérinaires. Et le coût vétérinaire est très important sur un élevage. Donc quand on a des bêtes rustiques comme ça, c'est important parce que ça se calcule. Et peut-être qu'on a un peu moins de lait, mais par rapport à des races dites laitières, on a beaucoup plus de soucis de mammites, etc., qu'on n'a pas avec des races rustiques. Le couple a environ 140 Tonnet Marteau. Dévouée, Isabelle est même trésorière de l'association des éleveurs. On essaye d'encourager les installations, donc que ce soit aussi bien pour brouter le jardin, que ce soit pour, surtout en lait et en viande. On essaye d'encourager des éleveurs qui souhaitent s'installer à utiliser cette brebis-là. La race auparavant menacée est passée au statut de race à faible effectif. Une amélioration donc, mais pour le couple, le problème, c'est aussi le nombre d'éleveurs qui diminue année après année. Une bonne adresse pour faire des bonnes affaires maintenant. S'il vous reste à la maison des objets que vous n'utilisez plus, vous connaissez peut-être les recycleries. À Alex, la recyclerie de la Tournette récupère et trie tout ce qui peut être revendu ou tout simplement donné. Visite dans cette véritable caverne d'Ali Baba avec Camille Rivollet. Donc l'année dernière, par exemple, on a fait 19 tonnes de dons, alors qu'on n'a fait que 16 tonnes de vente. Enfin, que 16 tonnes, c'est énorme. Au total, 133 tonnes d'objets ou de textiles réutilisés ont ainsi évité d'être jetés. Les chiffres de l'année 2018 sont bons à la recyclerie de la Tournette à Alex. Véronique, la directrice, tient des statistiques précises. Elle pèse tout ce qui rentre ou ce qui sort. 7 kilos, 7. Véronique a compté 11 000 visiteurs en 2018, tous au profil bien différent. L'association est complètement environnementale. Donc ici, il faut savoir qu'on a tout type de gens qui viennent acheter. Aussi bien des gens qui sont dans le besoin que des gens qui aiment bien chiner de la brocante. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'objet ait une deuxième vie. Quand elle n'est pas à la caisse, à l'atelier ou au magasin, Véronique est dans son bureau pour fixer les prix de chaque objet donné par des particuliers à la recyclerie. Je regarde, on va dire, le premier objet, j'ouvre et oh, super. Alors déjà, c'est un objet qui est absolument sale, qu'il faudra que je nettoie. Et ensuite, moi, j'essaye de voir si ça a une valeur quelconque. Et je sais que ça vaut rien du tout, ça.
Ça, si on le met à 1,50 €, ça ira bien. C'est parfait. Et ça, c'est l'expérience qui fait ça. Quand l'expérience ne suffit pas, elle va sur Internet, trouve le prix de l'occasion qu'elle divise par 2 ou par 3. Véronique est la seule employée de l'association, les autres sont bénévoles. Il faut savoir qu'il n'y a que 10 bénévoles actifs là, dont 4 qui trient tout ce qui est textile. C'est énorme, c'est 2 tonnes tous les 15 jours, quoi, le textile. Donc elles sont 4 à ce poste-là. Et les 6 autres bénévoles, il y a ceux qui trient dans les rayons, ceux qui mettent les prix sur les fringues, etc. Les tarifs dérisoires attirent les clients. Mais Claire, par exemple, vient aussi dans une démarche écologique. Depuis quelques temps, enfin de 1 ou 2 ans, depuis le film Demain, je crois, j'essaie de prendre plus de choses d'occasion pour pas acheter des choses inutiles et revaloriser d'autres choses. Donc voilà. Un passage à la caisse et 13 € plus tard, Claire repart avec un peu de vaisselle et des habits. Une deuxième vie démarre alors pour ces objets. Mission réussie pour la recyclerie. Focus ce soir sur un métier trop peu connu. Objet du quotidien, tableau, encore fresque murale, Kathleen Leroy revisite la mosaïque sous toutes ses formes. Depuis 20 ans, elle a su appréhender les techniques et les matières pour le plus grand bonheur de ses élèves. Nous l'avons suivie dans son atelier du Petit Bornand où elle enseigne depuis cet art décoratif. Inès Guillemot et Alex Boucher. On le décrit comme l'art de la patience. La mosaïque, c'est le métier de Kathleen Leroy. Pour la native belge, tout a commencé par une simple rénovation de cuisine qui a révélé en elle cette passion. Aujourd'hui, elle transmet cet appétit de l'assemblage des couleurs en donnant des cours. Donc là, on ne bouge plus, puis essaye toujours bien de respecter la forme, la taille, la forme. Non, mais c'est vrai que de couper la matière, c'est vraiment satisfaisant, quoi. Comme dit ma fille. Voilà, c'est ça qui m'a plu, c'est surtout, c'est la couleur, quoi. Toutes les couleurs, le mélange des matières qu'on peut faire, et la facilité d'accès. Donc c'est ça qui fait que j'en ai fait plein. C'est facile, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir fait de grandes études pour commencer la mosaïque, et c'est ça qui est plaisant. Première étape, on éclate le matériau avec la marteline. Deuxième étape, on perfectionne le matériau. Pour la troisième phase, on ponce pour arrondir la pièce. Et pour finir, on colle le tout avec dextérité. La mosaïque est une pratique où réside l'esthétisme. Pour certains, elle contient même une vertu curative. Le fait de faire la mosaïque, moi, je suis pas malade, hein. Mais ça me calme beaucoup. Et c'est vrai qu'on est vraiment... moi, ça me fait beaucoup de bien, en fait. Je trouve que c'est même un peu thérapeutique. Dans le village du Petit Bornand, Kathleen transmet sa technique et son amour pour les couleurs à ses élèves, qui le lui rendent malgré eux. Ça fait 20 ans que je fais de la mosaïque, donc j'ai mis du temps avant d'enseigner. Et puis j'ai découvert que j'apprends énormément en enseignant. Voilà, c'est elles qui m'apprennent plein de choses. Non, mais vraiment, puisque comme les gens ont différents projets, à chaque fois, j'essaie de m'adapter à leurs projets. Avec ses œuvres hautes en couleurs, Kathleen compte bien se mettre en lumière. Dans le nord de la France, la mosaïste y exposera bientôt ses créations. Et on termine avec un anniversaire. Cet hiver, les Arcs ont soufflé leurs 50 bougies. Au fil des années, la station de la Tarentaise s'est développée à vitesse grand V. Et aujourd'hui, le domaine s'étend sur 4 villages de 1600 à 2000 mètres d'altitude. Il accueille environ 260 000 skieurs chaque hiver. Juliette Vincent a rencontré Claire Granger, la fille d'un des pionniers de la station. Reportage. Nous partons vers la résidence et l'hôtel des Trois Arcs. Et c'est en fait là que tout a commencé. C'est le cœur historique de la station des Arcs. Cette première résidence qui a été construite en 1968 et ouverte à Noël 68. Il n'y avait que cette résidence, elle était toute seule. L'histoire des Arcs débute dans les années 60. 2 hommes, Robert Blanc, guide de haute montagne, et Roger Godineau, promoteur, ont l'idée de développer une station sur un site, à l'époque, complètement vierge. Pour aménager et développer la station, ils font appel à une architecte française, Charlotte Périllan. Elle apporte en premier lieu l'idée d'une relation privilégiée entre la nature et les constructions. Ce qui fait qu'aux Arcs, il y a ce sentiment très particulier où même si les constructions sont assez denses, on est toujours dans la nature et chaque appartement a une vue vers la montagne.
Connectée à l'environnement, la station vit aussi bien l'hiver que l'été. Les constructions sont prévues comme ça également. Elles sont prévues en bordure de plateau, de façon à dégager tout l'espace pour les activités d'hiver et d'été. Et l'été, en ce moment, ça a considérablement changé avec le VTT. Les télésièges sont équipés de porte-vélos de façon à pouvoir monter les VTT en haut. Et il y a tout un réseau de pistes, alors c'est plus des pistes de ski, c'est des pistes de VTT qui permettent d'arpenter tout le domaine et de s'amuser considérablement. Petit à petit, le domaine des Arcs est devenu une référence dans le domaine de l'outdoor. La série de courts-métrages Apocalypse Snow ou encore les épisodes humoristiques de Rancho ont renforcé la notoriété de la station. En 50 ans, elle s'est fait une place et est aujourd'hui l'un des plus grands domaines skiables d'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, je te laisse conclure. Jeudi, vous avez rendez-vous avec Victoria pour le journal.